Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Nous vivons des changements sociétaux très forts qui impactent les business models des acteurs du tourisme et des sports outdoor. Nous assistons à des rebonds fascinants que les leaders savent anticiper pour les transformer en opportunités. Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. Je suis Armelle Solélac, fondatrice de Switch et spécialiste de stratégie de marque et de responsabilité sociétale des entreprises. Tous les dimanches, avec Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises, nous avons le plaisir d'animer ce podcast. Pour cette 5e saison, avec nos invités prestigieux, nous allons faire un pas de côté pour regarder en arrière, afin de mieux aller de l'avant. En effet, cette saison est entièrement consacrée aux personnalités audacieuses de l'outdoor et du tourisme. Elles et ils ont fait preuve de courage et ont pris tous les risques. Elles et ils ont ouvert des voies pour nous. Aujourd'hui, nous revenons avec eux sur leur parcours, sur leurs sources de fierté, sur leurs erreurs et sur le regard qu'ils portent sur l'avenir de leur industrie. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Nicolas Simon, président d'Amatéis. Bonjour Nicolas. Bonjour Armelle. Alors, est-ce qu'il y avait dans ton enfance des signes précurseurs de la tournure qui a pris ensuite ta carrière professionnelle ? Alors écoute, oui. Juste pour refaire un petit point, nous on est une société familiale et j'ai eu la chance de partir à 14 ans avec mon père du coup en Asie, visiter les usines, visiter nos fournisseurs et on va dire que j'ai été baigné dès mon plus jeune âge dans le business de l'outdoor et du textile. Mais du coup, tu dirais que tu as été conditionné pour prendre la place que tu as aujourd'hui, ou tu avais la liberté de faire d'autres choses, ou pas du tout ? Non, j'avais complètement la liberté de faire autre chose. Ce qui était intéressant, c'est que j'ai eu les cartes en main pour avoir le choix de voir déjà si j'aimais bien ce business de l'outdoor et du textile, ou si j'avais vraiment envie de partir sur complètement un autre métier à côté. Donc c'est vrai que je le remercie de m'avoir laissé un petit peu les mains libres sur ça. Et je pense que c'est ce qui fait aussi que il peut y avoir une réussite dans une passation, en tout cas dans une société familiale, c'est que on est libre de ses choix et on n'est pas forcé à faire quelque chose. Et je trouve ça plutôt bienveillant et que ça a été fait dans le bon sens. Alors, c'est un cas très particulier, justement, et on n'a pas d'autres invités qui ont vécu ça de la manière dont tu l'as vécu. Tu t'es pas installé du jour au lendemain dans le fauteuil de président, évidemment. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé, les différentes étapes ? Du coup, moi, j'ai pu faire mes études. Alors ici, on va quand même revenir un petit peu en arrière. C'est vrai qu'à la fin de mon bac, Philippe, du coup, m'a dit, écoute, viens bosser avec moi, je vais t'apprendre tous les rouages, je vais t'apprendre un petit peu comment ça fonctionne. Si t'aimes ça, on démarre cette histoire tous les deux à 18-19 ans. Et moi, je lui ai dit, écoute, non, je veux absolument pas venir tout de suite. Laisse-moi faire mes études, laisse-moi me former aussi avec une vision que toi, tu n'as pas. Parce que voilà, ça fait 34 ans que tu es dans le business, tu sais où tu veux aller. Et moi, je veux pas du tout suivre ce schéma. Donc, j'ai eu la chance de partir du coup à l'INSEC, qui est une école de commerce, on va dire assez classique, et d'avoir une formation un peu plus entrepreneuriale et innovation au sein de cette école. Et ce qui était plutôt intéressant, c'est que du coup, j'avais beaucoup de stages et d'échanges en fait au sein de l'école. Et j'ai eu la chance de partir typiquement 6 mois à San Francisco, ou dans l'univers des startups, voilà, comprendre un petit peu comment ça fonctionnait. J'ai même pu pitcher devant une cinquantaine de personnes, investisseurs, un projet qu'on avait monté à l'école. Donc voilà, des choses intéressantes. Puis après, voilà, j'ai fait 6 mois à Singapour et ma dernière année à Bordeaux. Donc, on va dire,
gros stages et lieux qui m'ont ouvert un petit peu l'esprit et comprendre un petit peu sur quoi je voulais travailler plus tard. Et on va dire que naturellement, quand je suis revenu, je suis rentré dans la société. Ça s'est pas du tout bien passé Ah ouais? Pourquoi? au début. Non, ça s'est pas bien passé parce que je suis arrivé dans une société qui était du coup pas très grande, où il y avait une dizaine de personnes, dont certains étaient là depuis, on va dire, entre 7 et 10 ans. Et je voulais, c'est pas que je voulais révolutionner, mais voilà, je voulais remettre en place des choses, une stratégie, faire monter la société. Et du coup, je me suis heurté à des murs assez fortement. Donc, ouais, allez, j'ai fait un an à subir un petit peu ce schéma. Et au bout d'un an, j'ai dit à Philippe, dans tous les cas, comme c'est fait aujourd'hui, je ne peux pas rentrer dans la société et vraiment mettre en place ce qu'il faudrait mettre en place pour qu'on monte. Donc voilà, faut trouver des solutions. J'ai dit moi je vais partir. Donc je suis reparti de la société. Je suis parti au Pérou pendant 5 mois faire de l'humanitaire sur place dans les bidonvilles de Lima. Et du coup, en attendant, Philippe, son objectif, c'était de trouver une solution pour qu'à mon retour, soit on soit tous d'accord, soit voilà, on passe à autre chose et les personnes qui bloquaient ne soient plus là. Donc voilà, quand je suis revenu, les personnes étaient donc parties et là j'ai pu, on va dire, commencer à mettre en place avec lui, avec Philippe au début, ce nouveau Amatis, cette nouvelle société qu'on avait en tête. Et voilà un petit peu le schéma du début. Donc c'était pas facile. C'est vrai que se prendre 5 ou 6 personnes dessus toute la journée qui sont pas forcément bienveillants, c'était pas très agréable, surtout à 22 ans. Donc ça m'avait un petit peu dégoûté au début et puis bon après sur la suite, au final c'était un mal pour un bien, on va dire. Est-ce que, parce qu'on parle d'amathéisme, mais tu nous as pas dit ce que faisait l'entreprise, est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Ouais, complètement. Alors Amatis, c'est une société de textiles et de chaussures. Donc aujourd'hui, on a 4 marques. Donc on a la marque Vertigo qui est la plus vieille marque du groupe. Le groupe a été créé en 91. Donc la marque de chaussures, trekking et après-ski. Dans un second temps, on a créé une marque de textile qui s'appelle Aulp, AULP, qui est une marque avec un chamois et une croix de Savoie. Ouais, une marque assez locale, mais qui s'exporte plutôt bien. Donc spécialisé ski, outdoor et lifestyle. C'est une marque assez large. Et dans un troisième temps, on a racheté 2 marques emblématiques des stations françaises. La marque de Graissette, qui avait été créée par Patrick Valençon à Chamonix, et la marque Henri Duvillard, qui avait été créée par Henri à Megève. Donc aujourd'hui, on a 4 marques dans le groupe sur 4 positionnements différents. Une marque de chaussures qui couvre, on va dire, un petit peu tout le marché de l'entrée au milieu haut de gamme. Aulp qui va toucher l'entrée milieu. De Graissette le milieu haut et un Duvillard qui va toucher la partie premium haut de gamme. Et donc vous vendez en France évidemment. Est-ce que vous exportez à l'étranger? Ouais, bien sûr. On a commencé l'export il y a 3 ans maintenant. Aujourd'hui, on est dans 17 pays en l'espace de 3 ans, donc c'est une belle progression. Et après sur la partie France, bien sûr, c'est notre pays où on est le plus présent. On a à peu près 1200 magasins avec lesquels on travaille sur la France. Et là, on va arriver à 400, voire 450 sur l'étranger. Donc une belle progression. C'est vrai que je suis pas revenu aussi sur combien on était au sein de la société, mais voilà, on est 27 à aujourd'hui. Quand il y a 3 ans, on était 8. Waouh, donc très grosse progression. Comment vous avez fait pour gérer cette croissance aussi importante? Alors, bon, on va dire, c'est pas facile à gérer. Mais c'était intéressant. Alors, ça s'est fait assez naturellement, on va dire. En fait, le rachat du coup des marques a fait énormément et ça nous a fait monter en fait le groupe
une autre dimension. Donc on a pu avoir des gros showrooms, on a pu se mettre en place différemment. Et après, en termes de personnes qui sont rentrées dans la société, ce qui est bien, c'était beaucoup de personnes très impliquées dans le projet. Et je pense que la dimension familiale apporte beaucoup à ça. Ça veut dire que c'est vrai que j'ai pas expliqué qui travaille dans la société, mais j'ai ma maman qui travaille dedans, ma sœur, ma petite sœur, mon oncle qui s'occupe de voilà toute la partie transport, logistique, et mon papa qui est encore un petit peu là, on va dire, parce que ça reste son bébé et il a le droit de venir voir quand même ce qu'il se passe. Et c'est vrai que cette dimension familiale fait que toutes les personnes qui sont rentrées, en tout cas dans la structure, ont été impliquées dans le projet. Je peux pas dire autant que nous parce que voilà, c'est différent, mais pratiquement. Je suis obligée de te poser la question. Est-ce que vous arrivez en dehors du travail à justement ne pas trop en parler et être sur des sujets plus personnels? Ça, c'est toute la difficulté. Euh, alors oui et non. Je vais te prendre un exemple en ce moment. Sophie et Philippe et Elisa sont en voyage à l'étranger, en vacances, mais je pense que tous les jours, je les ai au moins le matin et au moins le soir, 1 heure à chaque fois, pour voilà un petit peu de débriefing, de savoir on en est là, on en est pas là. Donc on essaye au maximum, mais c'est vrai que bon, à tous les repas, on en parle au moins un tout petit peu. Ça c'est une certitude. Mais c'est pas dérangeant dans le sens où on s'entend quand même extrêmement bien tous. Et ça, je pense, que c'est une grande chance et c'est ce qui fait qu'on réussit aussi. C'est que c'est très fluide et ça nous dérange pas. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué depuis que tu travailles au sein d'Amatéis? Je pense que c'est notre réactivité. Euh, on a une capacité de réagir que je pense très peu de boîtes sont capables d'avoir. Dans le sens où, bon, voilà, encore une fois, la dimension familiale apporte beaucoup parce que nous, typiquement, le soir, s'il y a des projets à faire, on va être là pour les mettre en place. Et comme chacun, on va dire, a son pôle à peu près prédéfini, chacun va être impliqué du coup énormément dans son pôle et on va vite. On va vite. On est capable de développer des produits en un jour pour typiquement, je veux dire, un client comme Intersport qui me dit ah non mais j'aimerais bien ça à la place de, j'aimerais bien du bleu à la place du vert. Moi en 30 minutes c'est finalisé. Alors que je sais que s'il demandait à une grosse société, bah il faudrait au moins 2 3 jours avec des strates de validation assez importantes. Donc pour moi c'est vraiment notre réactivité qui m'impressionne chaque jour et qui impressionne toutes les personnes qui viennent travailler avec nous. Parce qu'on a des personnes qui viennent de chez Rossignol, de chez Millet, de chez Piqueur et ils nous disent bah, je sais pas comment on fait pour aller aussi vite. Donc ça c'est plutôt un des points qui me marque le plus moi, depuis que jamais je suis là. Donc tu baignes évidemment depuis l'adolescence dans cette entreprise, même si ponctuellement tu t'en es éloigné. J'imagine que tu as plein d'anecdotes. Est-ce que tu pourrais nous en raconter une? Alors une anecdote, j'en ai une plutôt assez marrante. C'est vrai que du coup j'ai passé quand même pas mal de moments en Asie et on a un gros fournisseur sur la région Ningbo avec qui on travaille depuis, on va dire, une vingtaine d'années. Et donc, on est avec lui dans ses usines. Et vraiment, bon, le typique asiatique, c'est inviter le fournisseur à déjeuner ou à dîner dans un bon restaurant avec la salle de karaoké et les bouteilles de saké. Et ce qui était assez sympa, c'est que nous on était quatre de la société, ils étaient trois ou quatre, et on s'assoit, et là ils sortent des bouteilles de 2 litres de saké qui posent devant nous, ils nous disent, on a fait un bon deal, et bah on va boire. Et j'ai dit bon, ok, c'est sympa, mais c'est vraiment comme les films. C'est tant que tu l'as pas vécu,
je pense que tu peux pas l'imaginer sur place. Et moi, du coup, bon, ouais, j'avais quel âge? Je pense que j'avais 24 ans, 25 ans. Donc, j'étais un petit peu avec les grands yeux, à dire, oh, bah, c'est super. Et on a fini à 6 heures du matin à danser comme un slow, avec, bah, mon plus gros fournisseur, en train de chanter dans le karaoké. Moi, ça, c'était un bon moment. J'avais apprécié. Du coup, bah, à chaque fois qu'on retourne avec lui, on sait où on finit. On danse plus forcément les slows, mais en tout cas, le saké est de mise à chaque fois. Bon, faut bien tenir l'alcool alors quand on va négocier en Asie. Ah bah, je m'entraîne un petit peu avant à chaque fois. C'est vrai? Carrément? Ah bah, non, pas forcément, mais c'est vrai que je sais quand on va là-bas, dès qu'on arrive dans les endroits, ils sont là à faire des culs secs pratiquement à chaque verre et du coup toutes les 2 minutes, on va dire. Et il faut suivre un petit peu la cadence. Et c'est un peu mal vu de pas les suivre. Après, on choisit les alcools, mais moi je sais que la dernière fois là, c'était il y a encore 6 mois, ils avaient commencé à sortir des bouteilles de whisky sur la table et ils voulaient qu'on les finisse en 30 minutes. Et c'est des gros fournisseurs, hein, c'est des gens qui sont bien habillés. Enfin, ouais, faut être entraîné, on va dire. Quelles ont été tes plus grandes satisfactions ou tes plus grands accomplissements, ce dont tu es le plus fier? Je pense que ce que je suis le plus fier aujourd'hui, c'est d'avoir réussi à développer la société comme on l'a fait. Comme je disais, on est passé de 8 à 27 sur la partie du coup interne et on a à peu près de 7 à 23 sur la partie vraiment force commerciale pure et dure. Donc ça, c'est une grande satisfaction. Et après, ma deuxième satisfaction que j'adore, c'est de voir mes produits portés. Euh, Parce que quand je vois mes produits portés sur une personne, bah, je vois qu'elle est fière de porter ma marque. Elle est fière du produit. Si elle l'a acheté, c'est qu'elle a trouvé quelque chose on va dire entre guillemets mieux que les autres. Et moi, dès que je vois quelqu'un avec un de nos produits, je leur demande du coup à chaque fois. Alors, comment vous le trouvez? Est-ce qu'il est confortable? Est-ce qu'il est assez technique? Est-ce qu'il est assez chaud? Et du coup, ça fait qu'on a toujours des belles discussions avec les clients de nos marques. Donc, non, non, ça pour moi, c'est une des grandes satisfactions au sein de la société. Tu leur dis, c'est moi qui l'ai fait? Ça dépend. Ça dépend. Si on discute beaucoup, ah bah des fois il me demande pourquoi lui il m'arrête à me demander si c'est bien ou pas. Mais ouais, à la fin, on en discute et c'est toujours intéressant de prendre aussi l'état du marché en direct avec des consommateurs finaux parce que ils me font souvent remonter. Typiquement, bah j'ai ça qui va pas sur le produit, il faudrait peut-être améliorer ci et c'est quelque chose que j'aime bien parce que moi je le fais remonter après aux équipes derrière. Donc voilà, ça fait partie de mes grandes satisfactions. Et la dernière, c'est aussi qu'on a quand même racheté Degré 7 et Duvila en plein Covid. D'avoir réussi à remettre ces deux marques sur un piédestal, sachant qu'on était en période ultra compliquée dans la partie textile et surtout montagne. À savoir quand on a racheté du Villard, 2 semaines après, les stations ont fermé. Donc c'était assez intense. Donc ça c'est une grande satisfaction et un grand merci vraiment aux équipes là qui ont bossé sur le projet depuis 3-4 ans. Il y a eu un très beau travail de fait et les deux marques continuent on va dire à renaître parce que ça reste deux belles endormies. Et donc l'idée voilà c'était de bien les pousser et ça on a réussi. On a encore beaucoup de travail mais en tout cas, là, aujourd'hui, je suis assez satisfait de ce qu'on a réussi à faire avec ces deux belles marques. Tu l'as dit tout à l'heure, vous avez connu une croissance très très importante ces 3-4 dernières années. Évidemment, c'est heureux à raconter, mais derrière, il y a beaucoup de travail, il y a évidemment des difficultés. Comment tu puises ta motivation dans les moments difficiles? Qu'est-ce qui te fait tenir? Alors, ce qui me fait tenir,
je pense qu'il y a vraiment trois choses. C'est que aujourd'hui, et moi, c'est ce que j'ai vu en fait c'est pour ça que j'ai voulu rejoindre l'entreprise, c'est que j'ai vu un potentiel de fou. Euh, j'ai vu une société qui avait plus de 33 ans d'existence, avec du coup un savoir-faire assez unique, et des marques qui étaient développées, mais à voilà un niveau très national et pas international. Donc, si tu veux, j'ai une grosse motivation à me dire que ce qu'on arrive à faire avec ces marques-là, je pourrais les diffuser sur l'ensemble de l'Europe et du monde à terme. Donc ça me met vraiment voilà, une grosse motivation en tout cas à faire découvrir nos marques et nos produits au grand public, au monde. Après, comme tu disais, c'est vrai il y a toujours des moments qui sont un petit peu plus compliqués. Moi, ça a été un petit peu le cas, là, pour parler honnêtement, l'année dernière, où ça a été une année en termes personnels très intense parce que j'ai eu beaucoup d'implications du coup dans la société. Ce qui fait que bah à un moment donné tu perds un petit peu tes repères, et c'est toute la difficulté je pense d'un entrepreneur, c'est surtout pas perdre ses repères et toujours rester un petit peu de savoir lâcher à des moments clés. Je vais pas dire que j'étais en burn-out parce que c'est pas le cas, mais je pense que j'étais sur un moment où le travail comptait trop, et du coup j'ai délaissé beaucoup de choses à côté. J'en ai forcément payé le prix à un moment donné, mais voilà, ça au moins on va dire que c'était bien de l'avoir vécu pour ne pas le revivre. Et voilà, de se structurer mentalement, personnellement et au sein de la société pour que bah, pas tout repose sur une seule personne, donc l'entrepreneur ou le PDG, et que du coup on arrive à étaler un petit peu plus. Donc ça c'était ouais, c'est avec la charge mentale on va dire, je suis assez jeune donc j'ai encore la capacité d'encaisser quand même assez fortement, mais c'est vrai que il faut avoir une charge mentale, il y a une grosse charge mentale, et il faut savoir du coup la driver. Et c'est important. Faut pas exploser en plein vol. Ça, c'est pas une question d'âge, hein. C'est vrai à tous les âges en réalité. Et c'est vrai à tous les âges, c'est vrai, exactement. Mais voilà, au moins c'était. Après, je me dis que sans ça, on serait pas où on est aussi. Donc, dans un, voilà, il y a les deux côtés, mais c'est bien de l'avoir vécu pour ne pas le revivre. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? On va dire que c'est celui de mon père, qui m'a dit, Nico, il y a deux choses à faire attention dans une société, c'est les charges en priorité et les marges. Ça, c'est un truc qui m'est toujours resté en tête parce que quand on n'est pas dedans, on comprend pas forcément. Mais c'est vrai que sans ces deux choses réunies, une société fonctionne pas. Et c'est vrai que c'est deux, on va dire que c'est deux, c'est un gros conseil en tout cas qui m'a donné, c'est de faire attention à ça, et qu'il y avait aucun intérêt à faire des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires si à la fin, bah, on gagne rien. Donc voilà, je fais bien attention. Au début, on va dire que je passais un petit peu à travers. Je disais, bon, les charges, c'est pas grave, on va appuyer un peu. Maintenant, je revois un petit peu plus. Je dis, bah, c'est vrai qu'il faut que faut que je l'écoute un petit peu. Donc non, ça c'est un des bons conseils qui m'a donné. Et le deuxième aussi qu'on m'ait donné, je pensais toujours s'entourer de personnes meilleures que soi sur les postes où on n'est pas bon. C'est ce que j'essaye de faire au maximum. Moi, je sais que typiquement, je suis bon commercialement. Ça, c'est mon job, c'est là où j'excelle. Mais sur toute la partie, on va dire un peu plus produit, un peu plus marketing, un peu plus finance, c'est des choses où je suis un petit peu moins bon. Et j'ai toujours essayé de faire en sorte de prendre des gens bien meilleurs que moi sur ces postes-là clés, pour que eux m'apprennent et qui en fait m'amènent surtout personnellement à, à faire monter la société au maximum. Et est-ce que toi, par hasard, t'aurais donné un bon conseil? Alors moi j'ai un conseil que je dis toujours, mais même aux équipes, je dis qu'ils ne tentent rien à rien. Vraiment c'est
je pense que j'ai essayé depuis que je suis là, depuis 7 ans, mais des milliers de choses. Il y en a pas beaucoup qui ont marché, mais celles qui ont marché ont très bien marché. Je me suis pris énormément de portes, que ça soit dans des nouveaux clients, voilà, du développement, etc. Et c'est vrai que ça, c'est un conseil que j'aime bien donner à tout le monde, c'est faut jamais lâcher. C'est jamais perdu. Et même si on perd une fois une bataille, la guerre, elle est pas finie. Donc, typiquement, j'ai des clients, moi, je les ai peut-être harcelés 50 fois, hein. Mais et là aujourd'hui, je bosse avec eux et on fait des super chiffres. Donc tu vois, c'est l'un dans l'autre. Faut jamais abandonner, jamais abandonner. Tu leur offres du saké? Je leur je suis plus sur le Génépi. On est un peu plus local. Bon, l'industrie des sports outdoor et évidemment de tous les produits outdoor a énormément évolué ces 10 dernières années. Quels sont les changements qui t'ont le plus marqué? Bon, je pense qu'on a vu un grand changement au niveau du Covid, hein, au niveau de la montagne et de l'industrie du tourisme. Il y a eu une surfréquentation qui s'est passée, qui du coup, dans un sens, a un petit peu biaisé le marché de l'outdoor. Bah, typiquement, on a vu que le ski de randonnée, la raquette, ça a explosé et qu'à aujourd'hui, ça a quand même bien retombé ces deux pôles. Et moi, le constat que j'en fais, je pense, par rapport à tout ça, c'est que le ski pur et dur reste maître sur la montagne. Et je pense qu'il le restera tant qu'il y a de la neige. Et qu'il il va y avoir des changements, et ça, c'est une certitude, mais que le ski sera moteur des stations. Et tant qu'il y aura de la neige, que ça soit au niveau du tourisme ou que ça soit au niveau du sport en général, ça sera le moteur de la montagne. Et après, dans un second temps, c'est vrai qu'il y a l'été aussi. C'est vrai qu'on a l'hiver et l'été. Et que sur l'été, il y a un gros travail des stations qui est en train d'être fait en ce moment et que je trouve assez remarquable de développer tout un nouveau pan de sport et de tourisme qui existait plus ou qui existait pas jusqu'à maintenant. Et donc voilà, à voir ce que ça va donner, mais je trouve qu'il y a des belles choses à faire. Sur l'été, il y a vraiment des belles choses à faire encore. Et du coup, comment tu vois l'avenir d'Amatéis au regard de ces évolutions à venir que tu décris? Alors, nous, il y a deux choses. C'est par rapport aux produits. Ça fait déjà au moins bien 2-3 ans qu'on est dessus. Il y a vraiment une bascule qui est en train d'être faite. Je vais pas dire qu'on sort du tout ski, mais on va dire que nos produits sont beaucoup plus versatiles et sont beaucoup plus tout terrain. Ça veut dire que moi, je veux qu'une personne soit capable de mettre sa veste de ski dans Annecy et qu'en même temps, il aille aussi skier avec la même veste. Donc nous, on a un gros travail qui est fait à ce niveau-là sur les 4 marques, moins sur la chaussure, mais sur le textile en tout cas, en même temps, d'avoir des produits beaucoup plus transverses en tout cas. Donc, ouais, c'est un gros boulot parce que partir de marques pure ski comme de Westside du Villard et les amener sur des produits un petit peu plus transverses, ouais, c'est pas facile. Mais bon, on se débrouille plutôt pas mal, je pense. Est-ce que tu aurais un conseil de livre ou de documentaire ou de film à regarder? Alors moi, j'ai un livre que j'adore. C'est l'art de la victoire de Philip Knight. C'est la création de Nike, hein. Où vraiment à l'intérieur de ce livre, il se passe tout. Ça veut dire qu'il y a toute la vie d'un entrepreneur de A à Z, toutes les difficultés qu'il peut y avoir. Et je trouve qu'il répond. Bon, il y a une grande part de chance aussi, et c'est ça qui est intéressant. C'est que dans tout ce qu'il fait, bah, ça marche, et ça marche bien. Et il a eu beaucoup de chance à des moments donnés, mais je pense que le business, c'est 50% de chance, et il le montre bien dans ce livre. Et après, il y a les 50 autres pourcents, c'est vraiment de la combativité, de la résilience, de la persévérance tout le temps, et surtout de l'accompagnement dans ses projets.
Il en parle aussi que du coup sa femme l'a énormément accompagné dans les moments les plus compliqués. Elle est même rentrée dans la société, elle l'a même aidé à des moments clés. Et c'est vrai que ce livre, il se passe tout, et jusqu'à devenir une des marques la plus grosse marque on va dire de sport au monde. Donc non, moi c'est un livre que je conseille vraiment à tout le monde, même si on n'est pas forcément dans l'univers du textile ou autre. Ça amène un regard un peu plus reposé sur ce que peuvent vivre des entrepreneurs. Je te remercie de le mentionner. Il fait partie aussi de ma bibliothèque business, et je trouve qu'il a une manière d'expliquer aussi avec beaucoup d'honnêteté. C'est-à-dire qu'il a eu des coups fourrés assez terribles à l'époque de Blue Ribbon, avant que ça devienne Nike, de la part de ses fournisseurs qui ont essayé de le doubler, etc. Et il fait pas du tout l'impasse là-dessus. Il explique aussi très bien tout son désarroi, la colère qu'il a pu avoir, enfin toute la palette des sentiments qu'il a pu avoir. Je trouve que c'est un peu long à démarrer, mais quand on arrive à passer les 20 ou 30 premières pages, après c'est hyper haletant en fait comme explication, comme récit, et ça montre bien la construction d'une entreprise de 0 à 100, comme dirait Peter Thiel, qui est hyper intéressante. Et finalement, il s'appesantit très peu sur ce qui est devenu Nike et l'espèce d'empire que ça a été, mais vraiment sur ces années de création qui ont été constructrices pour lui et évidemment essentielles pour la vie de Nike. C'est ça. Et tu vois, moi je me réfère un petit peu à ce livre et à sa façon de penser. C'est que nous, typiquement, je vais prendre un exemple avec une de nos marques qui est Holp. Aujourd'hui, moi, j'ai 3 concurrents sur cette marque. C'est des concurrents qui font 300, 400 et 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est mes 3 gros concurrents. Et je me dis je fantasme parce qu'il faut toujours voir grand, et je pense que c'est ce qu'il a fait lui. Mais qu'un jour, j'aimerais atteindre des sommets comme ces marques-là. Et lui, typiquement, c'était un petit peu ce cas-là. Il voyait grand, il a toujours vu grand, et après ça s'est fait naturellement. Et moi j'ai trouvé ça plutôt intéressant j'aime bien me caler un petit peu sur sa façon de faire, en tout cas par rapport à notre structure à nous. Ah mais Nicolas, c'est Pierre Kosciusko-Morizet qui disait que toutes les entreprises ont été petites un jour. Donc quand tu vois qu'il est devenu Prime Minister, tu dis que ça vaut Exactement. Holp sera un énorme empire d'ici 10-15 ans, quoi. Oui, bon, écoute, on verra. Ça, pour l'instant, on est bien comme on est. Et puis si ça doit monter, ça montera. Et puis non, mais je préfère c'est bien d'avoir des rêves. Et je pense que c'est ce qui fait aussi avancer une société, c'est de se mettre même des objectifs inatteignables et dire allez, on y va, on fonce, puis on verra ce que ça donne. Merci beaucoup Nicolas Simon, président d'Amatéis. Merci beaucoup Armelle. Voici les 5 points clés à retenir de cet épisode. Le premier, c'est qu'il est essentiel de prendre le pouls du marché auprès des consommateurs finaux pour être certain de coller à leurs besoins. Le deuxième point, quand c'est difficile, rappelez-vous du potentiel du projet, là où vous pouvez l'emmener, plutôt que là où il est aujourd'hui. Le troisième point, c'est qu'il faut savoir lâcher prise sur le travail pour ne pas trop délaisser sa vie personnelle. Le quatrième point, dans une société, il faut faire attention aux charges et aux marges. Sans ces 2 indicateurs, l'entreprise peut très vite s'arrêter. Merci Papa Simon pour le conseil. Et enfin, toujours s'entourer de personnes meilleures que soi sur les sujets sur lesquels on n'est pas les meilleurs. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds. Si vous êtes arrivé au bout, c'est sûrement qu'il vous a plu. Nous vous invitons à le partager autour de vous et à nous soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela nous aidera beaucoup à faire connaître cette balado-diffusion et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouvelles choses dans le tourisme et les sports outdoor? Alors nous vous invitons à nous retrouver dimanche prochain avec un invité prestigieux. À très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds.